le formule ainsi: l'exclusivité de la norme, c'est personne, et la diversité, c'est tout le monde. L'exclusivité de la norme, c'est personne, la diversité, c'est tout le monde. Alors, la visée inclusive vient contrecarrer une sorte de centrifugeuse culturelle qui renvoie en périphérie ceux qui ne seraient pas conformes. Vous voyez, ça tourne comme ça, et puis tous ceux qui ne sont pas conformes sont renvoyés en périphérie. La notion de société inclusive remet en cause l'exclusivité des normes culturellement construites. Là aussi, c'est très difficile. Moi, je compare la culture à la terre, vous savez, dans laquelle on va planter, mettre une plante. Cette terre, comme je disais tout à l'heure, elle va infléchir nos manières de voir le monde, de le penser et les relations. Et les normes procèdent de cette terre. Vous avez voyagé, vous voyagez, on voyage aussi, pas simplement en se déplaçant, mais à travers tout ce qu'on reçoit par les médias. On voit bien que les normes sont culturellement construites. Qui peut être aveugle à ça? C'est pas possible. Ce qui est beau ici est considéré comme inesthétique là-bas. Ce qui est juste ici est considéré comme injuste là-bas. Et donc, les normes sont culturellement construites. Alors, quand je suis arrivé aux îles Marquises, j'ai pris des douches froides. Et quand il fait chaud, ça allait. Mais des véritables douches froides, parce que je devais tout reconsidérer. Tout reconsidérer. Et du coup, j'étais dans des jugements de valeur. Quasiment permanents. Je me dis, mais pourquoi ils font ça? Et on est presque tenté de penser, c'est pas normal. Et non. Les normes sont culturellement construites. Or, on voit bien que c'est très difficile de remettre en cause des normes culturellement construites. Et il y a une institution qui est particulièrement normée et normative. J'appartiens à cette maison, donc j'ai de l'affection pour elle et du respect pour elle. Et c'est l'éducation nationale. Elle est hyper normée. Alors vous allez dire que toutes les institutions sont normatives, mais plus ou moins. L'institution de l'éducation nationale est très pyramidale et excessivement normative. Et vous, comme moi, on est produit de cette maison. Alors dans cette maison, de quoi parle-t-on beaucoup? On parle d'âge, on parle de moyenne, on parle de niveau, on a des toises très précises. Et donc, c'est vrai que ces toises très précises aggravent les rapports de domination et multiplient les phénomènes d'exclusion. Vous voyez, même l'angoisse que vivent des mamans, quel âge il a ta petite fille? Moi, 6-7 par exemple. Quelle classe elle est? Oh oui, mais moi, la mienne, ça m'inquiète, elle a 6 mois de retard. Puis l'autre arrive et dit, oulala, mais moi, elle a 1 an d'avance, alors se frotte les mains. C'est presque de la compétition. Et donc, ce système, si vous n'êtes pas à la moyenne, vous avez l'impression de ne pas être à la bonne place. Alors, on parlait tout à l'heure des cultures. Quand j'ai consacré un bouquin qui s'intitule Le handicap au risque de culture, eh bien, on se rend compte en faisant ce travail que les sociétés, par exemple nordiques, les cultures nordiques, parce qu'ils sont meilleurs que nous. La question ne se pose pas en termes de meilleur et de moins bon. C'est pas ça la question. C'est en termes de sol culturel. Nous, on a tendance à penser, cet enfant n'est pas en bon âge, pas dans la bonne classe, pas à la moyenne, donc il n'a pas sa place. Et là, c'est l'idée que même si l'enfant n'est pas la norme, il a quand même le droit de grandir à sa mesure. Et ça, il faut le déconstruire. Parce que vous savez, il y a des discussions qui voisinent peut-être avec l'absurde. Ici, mais comment veux-tu qu'il soit dans cette classe s'il n'est pas la moyenne, il n'est pas la norme? Mais rassure-toi, il n'y sera jamais. Cette petite fille qui est atteinte du syndrome de Down, elle ne sera jamais à la norme. Et quel est le problème? Quel est le problème? Même si elle n'est pas la norme, il faut qu'elle ait la possibilité de grandir à sa mesure, qui ne sera pas la moyenne. Et on n'arrive pas à passer ce pas. On n'arrive pas à passer ce pas. Quelqu'un qui n'est pas la norme, qui n'est pas la moyenne, on voit bien comment il faut réinterroger la norme. Au-delà des institutions politiques matérielles, symboliques, normatives, dont
naturellement, toute société procède. Une société inclusive s'élève contre l'emprise excessive de la norme, qui prescrit, qui proscrit et qui asphyxie le singulier. La norme asphyxie le singulier. Quelqu'un qui a consacré toute son œuvre à la question du singulier, c'est un philosophe qui s'appelle Kierkegaard. Vous avez entendu parler de lui. Il a consacré toute son œuvre de la singularité. Et avant lui, il y avait un philosophe théologien écossais qui a aussi beaucoup travaillé là-dessus. Et quand on lui disait, mais finalement, alors comment on procède? Il disait, il n'y a qu'une vérité quand il s'agit d'un enfant, d'un adolescent, d'un adulte. C'est cette femme, cet homme, cet enfant. Il n'y en a pas d'autre. Tu ne peux pas les connaître autrement si tu ne les regardes pas. Et vous le savez, là aussi, on peut être piégé dans le champ où nous travaillons par l'idée de catégorie. On a tendance à catégoriser les sourds, les aveugles, les autistes, les personnes en situation de handicap, la sexualité des personnes en situation de handicap, les parents d'enfants. Et la catégorie couvre le singulier. Il est impossible, on ne se connaîtra pas ce soir, si vous m'enfermez dans la catégorie des profs de fac, et si moi je vous enferme dans la catégorie de vos activités professionnelles, on ne peut pas se connaître. Le visage ne peut pas apparaître. Or, dans le champ qui nous préoccupe, on pense souvent par catégorie. Alors, depuis Aristote, la catégorisation nous permet d'accéder au savoir. Souvenez-vous des grandes classifications, des végétaux, l'inné, etc. Il faut classer, il faut catégoriser. Ça nous a permis l'accès au savoir. Et notre culture peut être fière de tous les progrès du côté du savoir. Mais la catégorisation empêche, à un moment donné, la reconnaissance. Elle permet la connaissance et elle empêche la reconnaissance. C'est bien l'idée de singularité. On a tendance un peu à, à essentialiser. Tu es comme ta catégorie. Ça a été la difficulté, par exemple, des commissions avant. Quand je dis avant le MDPH, c'est pas fini non plus. Bon, enfin, les commissions telles qu'elles existaient, qui étaient des lieux d'enregistrement à partir d'une étiquette médicale. Tu es trisomique 21, voilà ton destin, tel que je le décide, avant même que tu aies pu le choisir ou l'infléchir. On va décider pour toi à partir de ton étiquette médicale, à partir de ta catégorie d'appartenance. Et là, on est dans l'essentialisation. Je pense que vous devez le ressentir comme moi. On a un boulot excessivement exigeant à conduire auprès de la population qui nous entoure pour sortir de ce système de catégorisation à partir d'une étiquette médicale. La question médicale, je ne la passe pas sous silence, elle est nécessaire. On est du côté du trouble, de la lésion, du traumatisme, de la maladie, de la déficience, voire les nomenclatures CIH puissif de 2001, CIH 80, c'est 2001. Et c'est pas nous, quand on n'est pas médecin, c'est pas notre job à nous. Quand on est du côté de l'éducation, de l'accompagnement, on n'est pas là. On est sur le défi social à relever, c'est-à-dire on agit sur la situation. Et la catégorisation à partir d'une étiquette médicale, on voit bien comment elle peut être enfermante. Cinquième pilier, voulez-vous que je marque le pas et qu'on discute un peu là-bas? On fait une rupture, où je développe la totalité et où